Tu penses connaître l'histoire de la chambre d'Henri VIII? Cet homme aux 6 épouses, réputé pour avoir envoyé plusieurs d'entre elles à l'échafaud. Pourtant, la réalité de sa vie intime dépasse de loin tout ce que les livres d'histoire osent raconter. Ce n'était pas simplement un lit royal, c'était un lieu de contrôle, de peur et d'humiliation, un espace où l'intimité n'existait pas, où chaque geste pouvait être jugé et où une simple erreur pouvait coûter la vie. Ce que l'on appelait « nuit de noces » ressemblait plus à un procès public qu'à un moment privé. Le premier règlement imposait de prouver la consommation du mariage. Les draps étaient inspectés comme des pièces à conviction et les médecins du roi pouvaient examiner la jeune épouse au matin pour confirmer qu'elle avait bien rempli son devoir. Si aucune trace ne venait appuyer cette preuve, la reine risquait d'être accusée de sorcellerie, de tromperie ou même de trahison. Catherine d'Aragon, par exemple, vivait dans la terreur de ces inspections. Un échec pouvait signifier l'annulation du mariage, l'exil ou pire encore, la décapitation. Certains serviteurs attendaient littéralement derrière la porte de la chambre pour écouter les preuves sonores de la performance royale. Ces détails figurent dans les archives officielles de la cour, prouvant à quel point l'intimité était devenue un spectacle public. Les historiens pensent aujourd'hui que plusieurs des épouses d'Henri VIII ont développé de graves troubles d'anxiété à cause de cette pression insoutenable. Catherine d'Aragon aurait même connu des crises de panique avant de partager le lit du roi, consciente que toute la cour évaluait sa conduite. Mais la terreur ne s'arrêtait pas là. Aucune reine n'avait le droit de refuser les avances du monarque. Un refus, même suggéré, pouvait être considéré comme un acte de trahison passible de mort. Peu importait son état de santé, son humeur, ou même la condition physique du roi, qu'on disait couvert d'ulcères purulents et dont l'odeur devenait insoutenable. Anne de Clèves, selon certaines sources, devait retenir son souffle tant la proximité du roi malade lui était insupportable. Pourtant, toute hésitation pouvait être interprétée comme un signe d'infidélité ou de désobéissance. Henri faisait même surveiller les réactions de ses épouses. Le moindre délai à répondre à un appel du roi était noté et pouvait servir de preuve contre elle. Aujourd'hui, on qualifierait cela de coercition sexuelle et de violence domestique. À l'époque, c'était la norme. Mais le pire restait encore à venir. Dans la logique absurde d'Henri VIII, ses propres défaillances intimes devenaient la faute de ses femmes. Si le roi échouait à accomplir son devoir conjugal, c'était qu'il avait été ensorcelé, maudit ou victime d'un complot fomenté par sa reine. Ainsi, dans la chambre du roi d'Angleterre, le pouvoir et la peur se mêlaient jusqu'à transformer l'amour en instrument politique et l'intimité en véritable horreur. Lorsque le roi Henri VIII ne parvint pas à consommer son mariage avec Anne de Clèves, il prétendit qu'elle était si peu attirante qu'elle avait maudit sa virilité royale. Plus tard, lorsque sa relation avec Catherine Howard se détériora, il l'accusa d'user de sorcellerie pour manipuler ses désirs. Mais la réalité cachée derrière ces accusations est encore plus dérangeante. À l'époque, les médecins de la cour avaient pour ordre d'examiner le roi et la reine après chaque relation intime afin de déterminer à qui incombait la faute si aucune grossesse ne survenait. Ces examens n'étaient pas des consultations privées, mais de véritables évaluations sexuelles officielles pouvant décider de la survie d'une reine. Selon les spécialistes modernes, Henri VIII souffrait d'une sévère impuissance, conséquence de son obésité, de ses plaies infectées et possiblement du diabète. Mais reconnaître un défaut physique du roi équivalait à un crime de lèse-majesté. Ses épouses devinrent donc les boucs émissaires de ses propres défaillances. Ce que l'histoire officielle tait souvent, c'est qu'Henri exigeait que les médecins de la cour consignent en détail l'anatomie de ses épouses à la recherche de prétendus signes de sorcellerie ou d'infidélité. Une simple tache de naissance, une cicatrice ou une particularité corporelle pouvait être interprétée comme une preuve d'intervention démoniaque. Le souverain, rongé par l'insécurité et le déclin de sa santé, mit en place tout un système de surveillance où chaque femme risquait sa vie à cause de son incapacité à satisfaire un roi malade. Les reines vivaient dans la peur constante que l'impuissance royale se transforme en condamnation à mort. Et l'intimité? Elle n'existait pratiquement pas. Dans la chambre du roi, chaque geste était observé, chaque murmure noté. Des gardes étaient postés à la porte pendant les moments les plus privés, non pour protéger, mais pour écouter. Ils avaient pour mission de repérer tout bruit révélant une consommation réussie du mariage, de noter la durée, les paroles échangées, ou toute anomalie. Pire encore, les serviteurs devaient ensuite examiner les draps, observer l'apparence de la reine au matin et rapporter le moindre détail entendu derrière les murs. On raconte même qu'Henri fit installer de petits orifices dans les parois pour permettre à des espions de le surveiller pendant ses ébats. Ces pratiques n'étaient pas des rumeurs.
Il s'agissait de mesures officielles destinées à collecter des preuves utilisables contre ses épouses. Les médecins attendaient parfois derrière la porte, prêts à procéder à des examens immédiatement après les relations. La chambre conjugale ressemblait moins à un lieu d'amour qu'à une salle d'inspection publique. Pour des femmes comme Anne Boleyn ou Catherine Howard, savoir qu'elles étaient observées et jugées jusque dans leur intimité relevait d'une véritable torture psychologique. Le devoir conjugal n'était plus synonyme de plaisir, mais de survie. Car la fonction première d'une reine sous Henri VIII était d'engendrer un héritier mâle. L'échec à concevoir pouvait signifier la disgrâce ou la mort. Les rapports conjugaux prenaient alors des allures d'expérimentation médicale où le destin d'une femme dépendait de sa fertilité. Le plaisir était suspect. Une reine qui paraissait trop passionnée risquait d'être accusée de débauche, trop réservée, elle était jugée indigne d'enfanter. Les médecins royaux suivaient leur cycle menstruel, analysaient leur urine, leurs repas et jusqu'à leurs rêves à la recherche de signes de grossesse. Si une conception tardait, les reines subissaient des examens humiliants, de prétendus traitements à base d'herbes dangereuses et des rituels absurdes censés accroître leur fécondité. Leur alimentation était strictement contrôlée selon les croyances médicales de l'époque, souvent plus nocives qu'efficaces. Pour Catherine d'Aragon, marquée par de nombreuses fausses couches, et pour Anne Boleyn, incapable de donner un héritier survivant, la chambre royale devint un lieu de peur. Car lorsqu'une reine tombait en disgrâce, son lit devenait littéralement l'antichambre de l'exécution. Anne Boleyn, autrefois adorée, fut condamnée en moins de 3 ans. Henri la soupçonnait de l'avoir ensorcelée, d'avoir utilisé leurs moments intimes pour manipuler ses décisions. Et, comble de cruauté, il continua de la convoquer dans sa chambre alors même qu'il préparait sa mise à mort. Le lit royal d'Henri VIII n'était pas seulement un lieu d'intimité, mais un champ de bataille psychologique où le roi testait la loyauté de ses épouses à travers des exigences de plus en plus humiliantes. Qu'elles obéissent ou refusent, il y voyait toujours une preuve de culpabilité ou de trahison. Peu enseigné dans les manuels d'histoire, le souverain utilisait même les conversations de chambre comme élément lors des procès pour trahison. Des paroles murmurées dans la confiance devenaient, une fois déformées, des preuves d'un complot contre la couronne. Ces femmes comprirent vite qu'un simple mot d'oreiller pouvait leur coûter la vie. Ce qui, aujourd'hui, serait reconnu comme une forme extrême de manipulation domestique, servait à maintenir la peur et le contrôle. L'homme qui prétendait aimer ses reines transformait leurs moments les plus vulnérables en opérations de surveillance, souvent suivies d'exécutions. Mais l'horreur physique de partager la couche du roi rivalisait avec la torture morale. Dans ces dernières années, Henri était si malade que son corps, rongé par l'infection, dégageait une odeur insupportable. Ses ulcères purulents s'ouvraient au moindre effort, laissant suinter le pus et les chairs nécrosées sur les draps royaux. On raconte que Catherine Parr, sa dernière épouse, devait respirer à travers des tissus parfumés pour ne pas vomir pendant leur rencontre. Obèse au point de nécessiter des dispositifs mécaniques pour bouger ou se coucher, le roi pesait plus de 180 kilos. Ses plaies éclataient parfois pendant l'acte, éclaboussant quiconque se trouvait près de lui. Les médecins pensent aujourd'hui qu'il souffrait de diabète, d'infections multiples et peut-être de gangrène. Son corps se décomposait alors qu'il était encore en vie. Pourtant, ses épouses étaient contraintes de feindre le désir et la gratitude. Dans cette atmosphère empoisonnée, même un simple ragot pouvait tuer. À la cour, un murmure sur la conduite d'une reine suffisait pour l'accuser de trahison. Anne Boleyn en fut victime. Des musiciens furent torturés jusqu'à avouer avoir couché avec elle, et même son frère fut exécuté sur des accusations fabriquées de toutes pièces. Henri avait fait de la rumeur un instrument de pouvoir, déployant un réseau d'espions pour surveiller les moindres propos concernant la vie conjugale du couple royal. Serviteurs, dames d'honneur et employés de la cour devaient rapporter tout comportement suspect, tout détail sur la chambre ou les draps. Les témoignages forcés et les commérages servaient de preuves officielles. Dans ce climat de paranoïa, l'intimité devint un piège mortel. Le roi, persuadé de son autorité divine, transforma l'amour en terreur, la confiance en surveillance et la chambre conjugale en tribunal. Ce n'étaient pas des coutumes étranges, mais un système de domination et de peur qui fit du mariage royal un enfer où la survie demandait un courage surhumain. Sous les dorures et le faste du palais, les reines d'Angleterre vivaient dans une peur constante. Chaque regard, chaque mot, chaque geste pouvait être interprété comme une trahison. Les dames d'honneur, censées être leurs confidentes, devenaient souvent des espionnes involontaires, contraintes de rapporter les moindres détails au roi ou à ses conseillers. Dans ce climat étouffant, la moindre erreur d'attitude pouvait signer une condamnation à mort.
Les conversations, les soupirs, les silences même, tout était observé, noté, utilisé. Henri VIII n'avait plus besoin d'ennemis, sa paranoïa transformait sa propre maison en champ de surveillance. Pour ses épouses, le mariage n'était plus un privilège royal, mais une lente descente dans la peur et la soumission. Certaines, comme Anne Boleyn et Catherine Howard, finirent sur l'échafaud. D'autres, comme Catherine Parr, ne durent leur survie qu'à une prudence constante et à une intelligence hors du commun. À mesure que le corps d'Henri se décomposait, son esprit s'assombrissait. Le roi qui avait autrefois fasciné son peuple n'était plus qu'un tyran malade, prisonnier de sa chair et de ses obsessions. Les médecins, impuissants, tentaient de masquer la puanteur de ses plaies avec des onguents parfumés et des tissus trempés dans des herbes rares. Mais rien ne pouvait dissimuler la réalité, le monarque se consumait vivant. Malgré cela, la cour devait continuer à feindre le respect et l'admiration. On applaudissait encore son autorité, alors que chacun redoutait sa colère. Dans ces dernières années, Henri VIII était devenu l'incarnation même d'un pouvoir dévoré par sa propre cruauté, un homme qui voulait régner jusque dans la mort, même sur les cadavres de celles qu'il avait juré d'aimer. Aujourd'hui, les historiens reconnaissent que derrière les récits officiels se cachait un cycle d'abus, de peur et de silence. Les chambres dorées de Whitehall et de Hampton Court n'étaient pas des sanctuaires d'amour royal, mais des prisons couvertes de velours. Les femmes d'Henri VIII, trop souvent réduites à des noms dans les livres, furent en réalité les victimes d'un système où la loyauté n'avait qu'une issue, la souffrance ou la mort. Et lorsque le roi rendit son dernier souffle, le silence qui suivit dans le palais ne fut pas celui du deuil, mais d'un immense soulagement. Ses épouses, celles qu'il avait brisées ou fait exécuter, ne furent jamais véritablement oubliées. Leurs histoires murmurées dans les couloirs du pouvoir devinrent des avertissements pour les générations suivantes. Derrière le mythe du souverain puissant se cachait un homme rongé par la peur, l'orgueil et la maladie, un monarque qui transforma la passion en instrument de domination et l'amour en condamnation. Le règne d'Henri VIII laissa derrière lui un royaume plus divisé que jamais, une dynastie marquée par le sang et la méfiance, et une légende où la couronne brille d'un éclat trompeur, dissimulant les cicatrices de celles qui l'ont porté à ses côtés. L'histoire officielle parle de réformes religieuses et de pouvoir politique, mais les murs de ces châteaux, eux, se souviennent des pleurs étouffés, des soupirs de peur, et des promesses faites avant l'aube à des femmes condamnées pour avoir simplement aimé ou survécu. Au fond, les chambres d'Henri VIII n'étaient pas des lieux de repos, mais des tombeaux de soie où l'intimité devenait un piège, et où chaque nuit pouvait être la dernière. Dans cet univers où le pouvoir absolu se mêlait à la folie, les reines n'étaient plus des épouses, mais des prisonnières du trône. Le roi qui se croyait choisi par Dieu avait oublié l'essentiel. Nul ne peut régner sur le cœur humain sans y semer la terreur. Aujourd'hui encore, le nom d'Henri VIII fascine et effraie à la fois. On se souvient de ses 6 épouses, souvent réduites à une simple formule: répudiée, décapitée, morte, répudiée, décapitée, survivante. Mais derrière ces mots se cachent des existences broyées par la volonté d'un homme convaincu que son pouvoir valait plus que toute vie. Ces femmes, qu'on décrit parfois comme des intrigantes, furent surtout des victimes d'un système où la peur remplaçait la tendresse, où l'obéissance valait plus que l'amour. L'histoire les a souvent présentées comme des figures tragiques, mais en réalité, elles furent d'un courage extraordinaire. Anne Boleyn, qui affronta sa mort sans trembler. Catherine Parr, qui osa plaider pour l'éducation des femmes dans un royaume dominé par la peur. Jane Seymour, qui mourut en donnant un héritier à un homme qu'elle savait dangereux. Ces reines ont traversé l'horreur avec une dignité que même la couronne ne pouvait leur enlever. Lorsque l'on évoque les grandes tragédies de l'histoire, on oublie souvent que la véritable terreur ne se cache pas dans les champs de bataille, mais dans les chambres silencieuses des palais. Là où les rires forcés dissimulent les larmes et où la loyauté devient une arme. Henri, lui, n'a pas seulement laissé une trace politique, il a laissé une empreinte de douleur dans la mémoire collective. Un rappel cruel que le pouvoir, sans compassion, finit toujours par se détruire lui-même. Et peut-être est-ce là la leçon ultime de son règne. Aucun trône, aucune couronne, aucune gloire ne peut survivre au mépris de l'amour humain. Derrière chaque roi se tient une vérité que même l'histoire ne peut effacer, celle des femmes qui ont payé de leur vie le prix du silence.